Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette midi-conférence organisée par l'Institut universitaire sur les dépendances. Le sujet d'aujourd'hui a suscité un grand intérêt. Il nous a également été soumis à de nombreuses reprises au cours des midi-conférences antérieures et donc ça s'est reflété grandement dans le nombre d'inscriptions d'aujourd'hui. Le titre de la présentation, c'est WaxPen, état des connaissances scientifiques et cliniques. Cette midi-conférence est présentée par Laurence Darcy, docteur en psychologie à PPR en transfert de connaissances et impliquée dans les formations provinciales. Elle est également spécialiste sur l'usage des dépendances et aux substances psychoactives. Bonjour Laurence. Bonjour. Elle est également accompagnée d'Amélie Perron, qui est agente de relations humaines au CRD en Montérégie. Bonjour Amélie. Bonjour tout le monde. Donc, je vous laisse sur ce. On se revoit à la fin de la présentation pour une courte séance par rapport aux questions. Bonne présentation. Donc, bonjour tout le monde. Ça nous fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. On sait que c'est un sujet qui est très chaud, que tout le monde est très intéressé par cette thématique-là. Donc, en 50 minutes, on va tenter vraiment là, de vous en donner le plus possible. Puis, il y aura une période de questions à la fin également. Donc, le plan de match pour la présentation d'aujourd'hui, c'est que dans un premier temps, on va définir qu'est-ce que c'est le WaxPen comme tel, à quoi ça fait référence, comment ça fonctionne le dispositif. On va rapidement survoler quelques statistiques chez les jeunes, chez les 15-24 ans. Puis on va parler aussi des profils cliniques. Donc, chez ceux qui ont une dépendance au WaxPen, de quoi ils ont l'air, qu'est-ce qu'ils ont en commun. Ensuite de ça, on va parler des façons de s'en procurer sur le marché légal versus le marché illégal, en quoi il y a certaines choses qui sont similaires et différentes. On va parler des risques, des conséquences de l'usage, à la fois d'un usage qui serait ponctuel, donc une fois de temps en temps, versus quelqu'un qui en ferait un usage régulier, donc à tous les jours ou presque à tous les jours. Et finalement, on va terminer avec quelques petites tendances émergentes qu'on voit apparaître en matière de vapotage de cannabis. Puis, on va conclure avec des ressources pour en savoir plus, puis des références. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est le WaxPen, le ou la WaxPen? Je ne sais jamais lequel il faut utiliser si on dit que c'est féminin ou masculin. Donc, il faut que je vous rappelle qu'il y a 4 façons d'inhaler le cannabis. Donc, il y a la forme fumée qui est la plus connue, qui est la plus répandue, qui est le fait, dans le fond, de brûler la matière séchée puis de l'inhaler. Souvent, ça va être fait dans une cigarette électronique, mais ça peut être fait, pas dans une cigarette électronique, excusez-moi, un joint, mais des fois, ça peut être aussi fait dans des pipes en verre, des pipes en métal, dans les bongnes, qui sont des pipes à eau, mais dans tous les cas, il y a vraiment le matériel séché va être brûlé. Ensuite de ça, il y a la vaporisation, où est-ce que là, le matériel séché va être chauffé juste en dessous du point de combustion, ce qui fait en sorte qu'il n'est pas brûlé. Les cannabinoïdes vont s'évaporer dans l'air, puis c'est un air rempli de cannabinoïdes qu'on va inhaler. Ensuite de ça, il y a le vapotage, où est-ce que là, ce qu'on va chauffer à relativement basse température, c'est un liquide avec un concentré de cannabinoïdes et des diluants pour qu'il y ait la bonne viscosité. Et finalement, il y a le dabbing, qui s'appelle tamponnage en français, qui est le fait de chauffer à très, très haute température des concentrés solides, soit de la wax ou du shatter, qui vont passer de la phase solide à la phase gazeuse, puis c'est ça que le consommateur va inhaler. Donc, nous, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser au vapotage qui se fait sous la forme liquide parce qu'en fait, c'est ça la définition au Québec de la WaxPen. C'est vraiment le vapotage de cannabis hautement concentré. On parle de taux THC qui sont généralement entre 70 et 96 alors qu'aux États-Unis, la WaxPen a fait davantage référence à un dispositif portatif qui permet de faire du dabbing. Donc, c'est très important quand vous lisez des études de faire attention à quelle est la définition du WaxPen qui est utilisée. Donc, dans les dispositifs de vapotage de cannabis, il y en a il y en a 4 qui existent, mais il y en a 2 qu'on retrouve principalement. Donc, la première catégorie, les dispositifs jetables, et la deuxième catégorie, donc ça va être des dispositifs qui vont être pré-remplis. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux liquide de vapotage de cannabis? Bien, il va y avoir un concentré avec des cannabinoïdes dedans, principalement du THC. Ça se peut qu'il y ait du CBD aussi. Il peut y avoir des cannabinoïdes mineurs également là-dedans.
Il peut ou pas y avoir des terpènes. Donc, les terpènes, c'est ça qui donne le goût puis l'odeur caractéristique, mais qui peut aussi venir influencer l'effet du THC. Il va y avoir des diluants parce qu'en fait, un jeune qui vous dit, par exemple, ben moi, j'ai un wax pen à 99 de THC, c'est très peu probable que ça soit vrai parce qu'en fait, le THC, quand il est trop concentré, il va cristalliser puis il va être solide. Donc, ça prend absolument un peu de diluant pour être capable d'avoir la bonne viscosité pour que le produit soit vapotable. Et finalement, il peut y avoir d'autres choses dans ce liquide-là. Il peut y avoir des agents aromatisants, il peut y avoir des contaminants qui ont été utilisés pour faire l'extraction, par exemple des solvants résiduels, des pesticides, des métaux lourds, des choses comme ça. Donc, comment ça fonctionne le vapotage? Donc, la personne pèse sur le bouton d'alimentation de la batterie et là, le liquide va être chauffé par une bobine. Donc, comme je vous ai dit précédemment, dans le liquide, il peut se trouver toutes sortes de cochonneries, mais la bobine également qui va chauffer le liquide, si elle est, par exemple, en nickel ou en chrome, on a vu dans des études sur des souris qu'il pouvait y avoir des symptômes respiratoires sévères, des lésions pulmonaires. Plus on chauffe haut le liquide, plus le risque est des composantes toxiques et nocives qui vont se dégager dans l'aérosol qui va être inhalé par la personne, bien, plus ces composantes-là risquent d'être en quantité importante. Pourquoi les gens ont envie de vapoter à des très hautes températures? C'est en fait parce que plus la température est haute, plus l'aérosol qui va être produit va être impressionnant. Donc, si par exemple la personne veut faire des vape tricks, donc des formes en forme avec l'espèce de fumée blanche aérosol, ça y prend une chaleur qui est plus grande. Donc, mais ça amène toutes sortes de problématiques. On le sait aussi que le chauffage des diluants, ça peut amener une inflammation vraiment accrue des poumons, des infections pulmonaires. Chez les animaux, on a vu des dommages cellulaires puis des changements dans l'expression des gènes. Mais chez les humains, actuellement, chez les adolescents, tous ces éléments-là ne sont pas encore clairement démontrés. On a beaucoup plus d'études chez des rongeurs. L'autre élément aussi qui peut se passer avec les dispositifs de vapotage, c'est que le THC qui est dans le liquide. Donc, si par exemple, je fais des tests sur le liquide et que je fais des tests ensuite de ça sur l'aérosol, bien, mes taux de THC, ça se peut que ce ne soit pas les mêmes. Donc, par exemple, dans une étude qui a été faite en Californie, ils ont testé différents dispositifs, puis ils ont démontré que dans certains dispositifs qui, par exemple, avaient une concentration autour de 70 de THC, bien, finalement, il restait juste autour de 10 au niveau de l'aérosol. Et inversement, dans certains dispositifs, dans le liquide, on retrouvait autour de 48 puis ça se transformait plutôt à 58 quand on venait tester l'aérosol. Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous explique pourquoi il y a des jeunes qui vont dire, bien, cette marque-là, elle me bosse plus, mais celle-là, elle ne me bosse pas pantoute. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là? C'est aussi dire, bien, à chaque fois que vous consommez un nouveau wax pen, à chaque fois que vous avez un nouveau dispositif de vapotage, même si vous connaissez la marque, même si dans le passé, vous en avez déjà consommé, commencez par une puff, puis attendez de voir l'effet avant d'en reprendre puis de redoser pour éviter justement de trop en prendre. Parce que je peux toujours en reprendre, mais une fois que j'en ai pris, je ne peux pas l'enlever. Il va falloir que je deal avec l'effet qui, des fois, est extrêmement désagréable. Donc, quelques statistiques chez nos jeunes, bien, ce qu'on voit chez les 15-17 ans, c'est que la consommation de cannabis, elle est légèrement en baisse. Donc, de 2018 à 2022, ce qui est positif. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que chez ceux qui consomment du cannabis, donc notamment en 2022, on a demandé à tous ceux, nos 19 de jeunes qui consommaient du cannabis chez les 15-17 ans, on leur a demandé: avez-vous déjà vapoté le cannabis? Au moins une fois dans la dernière année. Puis ce qui est étonnant, c'est que 70 d'entre eux rapportaient, oui, avoir déjà vapoté du cannabis dans la dernière année. Donc, c'est un phénomène qui est extrêmement présent. Ça ne veut pas dire que ce 70 de jeunes-là, ils ont un problème de dépendance puis ils le font sur une base régulière. Par contre, il faut nuancer, mais c'est sûr que soit eux l'ont fait ou soit qu'ils ont vu des gens le faire de leur âge. Et Amélie, je pourrais peut-être te laisser glisser un mot sur qu'est-ce qu'on observe en centre jeunesse. On n'a pas de statistiques, mais tu peux peut-être nous parler de tes observations.
Bien oui, certainement. Dans le fond, ce qu'on observe beaucoup au niveau de peut-être la clientèle un peu plus vulnérable, donc on pense aux adolescents, soit qui vivent dans des contextes familiaux plus difficiles ou qui sont placés en hébergement dans les centres jeunesse, c'est qu'on pense que cette proportion-là est probablement encore beaucoup plus élevée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, on dirait, qui est propre aux institutions là, et au milieu de vie en lien avec la wax pen. C'est un mode de consommation qui passe vraiment inaperçu et qui permet vraiment aux jeunes, donc, qui sont soit dans des institutions ou même, on va le voir tout à l'heure, là, dans les écoles de consommer et que ça passe vraiment sous le radar. Si on continue avec qu'est-ce qui fait que c'est si populaire en ce moment, le vapotage de cannabis, la wax pen chez les jeunes? On a évidemment, bon, il y a quelque chose qu'on n'a pas inscrit qui est l'accessibilité. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est là, qui est présent. On a certains ados qui vont nous dire avoir commencé même à consommer avec la wax pen. Sinon, l'effet est très rapide. Le high est intense. La recherche de sensations fortes, c'est certain qu'à cet âge-là, c'est vraiment quelque chose qui est recherché. La dissimulation facile, donc les vapoteuses de cannabis, la wax pen, ressemblent à s'y méprendre aux vapoteuses de nicotine. C'est très facile, donc, pour les jeunes de consommer un peu partout. Même, on a des cas, là, des ados qui réussissent à consommer en classe. Donc, ils vont simplement cacher leur wax pen dans leur manche de chandail. Ils vont arriver à consommer même pendant le cours. Donc, c'est vraiment un mode de consommation qui fait que ça peut être présent là, tout au long de la journée pour un ado qui va faire là, ses activités quotidiennes. On a l'absence de l'odeur qui est très caractéristique du cannabis, qui est liée aux terpènes, là, comme le disait Laurence tout à l'heure. Puis, ce qu'on voit, c'est que, bien oui, il y a des saveurs qui sont réintroduites, qui sont très attirantes pour les adolescents, des trucs un peu plus sucrés, un peu plus fruités, qui vont vraiment leur plaire. On n'a aucune préparation qui est nécessaire. Là, c'est clé en main, la wax pen aussi. Donc, c'est très simple à utiliser. Pas besoin de savoir couler là, un joint. C'est vraiment quelque chose là, qui fait que c'est encore plus accessible, justement. Aucun étouffement, pas de douleur pour les non-fumeurs là, qui ne fument pas justement la cigarette. Il n'y aura pas d'inconfort à ce niveau-là. Ensuite, c'est comme s'il y a vraiment quelque chose de normal, on remarque au niveau de cette génération-là, au niveau culturel, dans le fait de vapoter. Donc, VP, pour les ados, c'est quelque chose qu'ils voient constamment à l'extérieur, que ce soit dans les pauses à l'école, sur l'heure du dîner, dans leur sortie. La vapoteuse, peu importe que ce soit de cannabis ou de nicotine, est vraiment très, très répandue. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose de très normalisant et ça va venir vraiment jouer au niveau du besoin d'acceptation, le besoin d'acceptation par les pairs, là, évidemment, à l'adolescence, qui est très présent. Une valorisation au niveau de l'identité aussi à travers le statut du vapoteur. Donc, c'est cool, tout ça, c'est ce qu'ils voient. Et quelque chose aussi de particulier, on pense qu'il y a une espèce de banalisation des risques et des conséquences parce que ces ados-là, souvent, ont vu l'arrivée de la vapoteuse pour l'arrêt de la cigarette, la vapoteuse de nicotine. Donc, on en a qui nous disent qu'ils ont vu leurs parents vaper, qui voient donc un petit peu moins les conséquences, sont moins, ils ont l'impression que c'est plus sécuritaire probablement aussi à ce niveau-là. Ensuite, si on va dans qu'est-ce qui est rapporté en clinique pour ce qui est des jeunes qui ont un usage problématique, bon, ça facilite le sommeil. C'est certain que ça, c'est quelque chose qui revient pour nous constamment. Il y a le fait d'avoir de la motivation pour passer à travers leur journée, faire passer le temps plus vite en classe. C'est vraiment quelque chose que les ados, que les jeunes vont nous dire. Il y a une perte un petit peu de plaisir là, dans autre chose. Qu'on va regarder tout à l'heure aussi, tout ce qui est l'impression d'aide au niveau de la gestion des émotions, donc la colère, l'impulsivité, ça diminue le stress. Ça leur donne une forme de contrôle sur leur monde intérieur. Donc, il y a un côté très sécurisant pour eux. Ce qui nous rapporte, c'est même que des fois, le défi de laisser la wax pen à la maison le matin, pas la porter pour leur journée, ça va être quelque chose de difficile. Donc, les ados vont nous dire, j'ai besoin d'avoir mon sel, ma vape, donc de Nico, et la wax pen. Et là, j'ai tout ce que j'ai besoin pour ma journée. Et quelque chose de très particulier que nous, on remarque en deuxième ligne, c'est que l'effet n'est pas tant apprécié non plus de la part des jeunes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous dire qu'ils ont particulièrement du plaisir ou qu'ils aiment le buzz qui est apporté par la wax pen. Là, on est toujours dans ceux pour l'usage problématique.
Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est différent de peut-être ceux qui consomment du cannabis un peu plus classique, là, du pot séché, qui, eux, quand ils vont venir nous voir, ben, le plaisir va être encore quand même beaucoup là. Pour ce qui est de ceux qu'on voit là, au niveau plus de la wax pen, le plaisir est moins là. Donc, il y a une déconnexion un peu là, de la vie à jeun qui peut être présente. Donc, comment on peut s'en procurer? Il faut savoir que sur le marché légal, la wax pen, en fait, le vapotage de cannabis hautement concentré en THC, ça existe et c'est hautement populaire. Donc, si on prend l'exemple du Ontario Cannabis Store, le 5 janvier 2024, j'ai répertorié 262 produits de vapotage de cannabis. Tout du cannabis qui est légal en Ontario de se procurer si on a plus de 19 ans. Donc, les prix vont varier entre 30 et 63 $. À 30 $, c'est souvent les modèles qu'il faut acheter une batterie. Donc, il faut racheter un 10 $. Là, fait que je dirais peut-être entre 40 et 73 $ là, à peu près. Les prix, les quantités, ça va varier de 0,25 grammes à 2 grammes. Le THC varie énormément. La majorité des produits sont hautement concentrés en THC qui se situe entre 70 et 96 %. Mais il y a aussi des produits de vapotage de cannabis que c'est le CBD qui est mis de l'avant, puis il n'y a presque pas de THC, mais il y a très peu de produits qui correspondent à cette caractéristique-là. Donc, c'est sûr qu'en Ontario, il est possible, si on a plus de 19 ans, d'aller dans un dispensaire puis d'acheter une vapoteuse de cannabis. Par contre, il n'est pas possible d'en commander sur Internet parce que ça prend une adresse ontarienne. Mais il y a des sites Internet d'endroits qui sont légaux, par exemple en Colombie-Britannique, qui n'empêchent pas la livraison. Il y a aussi des sites Internet de vente qui sont illégaux, qui ressemblent à se méprendre à des sites légaux. Donc, quelques petits indices pour être capable de faire la distinction entre un site légal canadien et un site qui serait illégal. Bien, premièrement, ils vont vous demander votre âge ou votre date de naissance avant de vous donner accès au produit. Il va y avoir des coordonnées pour rejoindre le détaillant. C'est sûr que les politiques de retour et de protection des renseignements vont être clairement identifiées. Les deux seuls modes de paiement acceptés, c'est la carte de débit et de crédit. Donc, la crypto-monnaie, ce n'est pas possible. Les paiements par PayPal, ce n'est pas possible. Et quand on met des produits dans le panier, il est impossible de mettre dans le panier plus de 30 grammes par commande. Donc, on ne peut pas non plus dépasser 7,5 grammes de concentré, là, qui est l'équivalent de 30 grammes de cannabis séché dans le panier. Fait qu'à un moment donné, il n'est plus possible de remplir le panier. Ça, c'est des petits indices qui nous indiquent qu'on est sur un site légal. En termes de produits maintenant, bien, quand on reçoit le produit, il doit venir dans un emballage qui est difficile à ouvrir. Il doit avoir un thème d'assise. Donc, chaque province a son thème d'assise qui est très difficile à reproduire. Il doit y avoir le symbole standard pour le cannabis, des avertissements pour la santé, puis, comme je l'ai dit, un emballage. Je vous ai mis dans le bas un lien pour un site de la sécurité publique qui ont fait une vidéo sur justement comment distinguer les sites légaux des sites illégaux. Vous pourrez aller voir ça. Sur le marché légal, donc les produits vont être visuellement très colorés, surtout l'emballage, je vous dirais, parce que quand on regarde le dispositif comme tel, comme Amélie l'a mentionné, c'est très difficile de visuellement être capable de faire la différence entre les deux. Ça va être surtout dans l'emballage qu'on va être capable de faire la différence. Donc, ça va être dans des couleurs qui sont punchées, des images aussi qui ont l'air inoffensives, qui font référence des fois à l'enfance, aux bonbons, aux choses comme ça. Et comment les jeunes vont s'en procurer, c'est que ça va être principalement via les médias, les réseaux sociaux. Donc, Snapchat, Instagram vont être la façon de s'en procurer. Les vendeurs vont produire souvent du contenu qui va être éphémère. Donc, dans des stories qui vont durer pas très longtemps. Et puis, ben là, les commandes vont se faire par DM, donc par message qui vont être envoyés aux vendeurs. La livraison va se faire à domicile. Les jeunes vont payer en argent comptant ou ils vont payer. Des fois, il y a certains vendeurs qui acceptent PayPal aussi. Et c'est sûr, il y a de la vente, de la revente à l'école. Les prix se situent autour d'une soixantaine de dollars.
en tout cas en Montérégie. Puis récemment, on a vu une baisse au niveau du prix, donc on est plus autour du 30-35 $. Il est possible aussi de s'en procurer dans certaines régions, dans des réserves autochtones. Mais il y a bien des jeunes qui ne payent jamais pour leur consommation de Waxpen parce qu'en fait, ils vont ce qu'ils appellent quêter des puffs. Donc, ils vont se promener dans des endroits où est-ce qu'ils savent qu'il y a des consommateurs, puis ils vont quêter, comme certaines personnes vont quêter des cigarettes, bien là, eux, ils vont quêter certaines puffs. Donc, il y a des jeunes qui n'ont jamais payé là-dessus. Donc, l'aspect monétaire n'est pas toujours une source de motivation pour diminuer sa consommation. Les risques spécifiques associés au marché illégal, bien, c'est bien sûr que le pourcentage de THC, de CBD, d'autres cannabinoïdes, ce n'est pas fiable. Ce n'est pas parce que le vendeur indique que c'est à 99 que c'est réellement ça qui se trouve dans le produit. Il y a aussi d'autres substances psychoactives qui peuvent se trouver dans le produit. Par exemple, DMT, c'est un hallucinogène très puissant, caféine, alcool éthylique. Donc, il y a toutes sortes de produits, même des opioïdes peuvent se retrouver dans des produits de vapotage. Donc, il y a toutes sortes de choses qui pourraient être présentes, puis ça, on ne le sait pas. Puis même si on teste le liquide, ça nous donne une partie de l'information, mais ça ne nous donne pas toute l'information parce qu'il y a certains trucs qu'on va retrouver dans l'aérosol qu'on ne retrouvera pas dans le liquide. Il y a des diluants possiblement toxiques impliqués dans la maladie pulmonaire associée au vapotage. Par exemple, la vitamine E acétate là, qui est suspectée dans cette maladie-là. La présence de contaminants, j'en ai déjà parlé. Et un élément auquel les jeunes pensent rarement, mais c'est qu'ils donnent beaucoup d'informations sur eux. Où est-ce qu'ils restent? Comment ils s'appellent? Des fois, c'est le numéro de carte de crédit. Donc, il peut y avoir des vols d'identité, de la fraude, d'autres crimes financiers associés au fait qu'ils donnent toutes ces informations-là en ligne. Maintenant, il existe des risques au niveau légal d'achat puis de consommation dans certains lieux. Donc, il y a des amendes qui sont possibles et qui peuvent être aller de 100 $ à 12 500 $. Je vous laisserai les regarder parce que vous avez accès à la présentation. En ce qui a trait à la possession chez les mineurs, en fait, chez les moins de 18 ans, il y a toujours la question du 5 grammes qui pose question. Donc, on parle ici de 5 grammes de cannabis séché, ce qui équivaut à 1,25 g de concentré. Donc, il y a certains dispositifs de vapotage qui sont à 1 g, 2 g. Donc, il peut y avoir des gens qui se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les 14 à 18 ans, il va soit y avoir un constat d'infraction qui va être donné par le policier si la personne est à moins de 5 grammes, mais il peut y avoir aussi une mise en arrestation. La mise en arrestation, elle est possible aussi chez les 12-14 ans. Puis après ça, le processus va passer là, par la LSJPA. Puis en bas de 12 ans, il n'y aura pas d'accusation criminelle. Vous avez toutes les informations là, dans le lien qui est mentionné. Donc, quelques risques en lien avec l'usage. Donc, il y a des pratiques qui amènent à la surconsommation qui sont des risques spécifiques. Par exemple, le ghosting, le fait d'inhaler l'aérosol puis de le maintenir dans ses poumons le plus longtemps possible pour que quand je viens pour expirer, ben, je ne vois pas de blanc. Donc, ça s'appelle le ghosting. Une autre pratique qui ressemble beaucoup à celle-là, c'est le 100%. Et là, c'est un défi de garder le plus longtemps l'aérosol dans mes poumons jusqu'à temps que je ne sois plus capable. Ensuite de ça, il y a des techniques comme le cut-off ou le clignot qui consistent à inhaler le plus longtemps possible jusqu'à temps que la batterie du dispositif s'arrête, ce qui représente entre 7 et 16 secondes selon le modèle. Les vape tricks, je vous en ai parlé, qui est le fait de faire des formes avec l'aérosol qui va être expulsé. Toutes ces pratiques-là amènent à la surconsommation parce qu'on est plus centré sur le défi que sur vraiment la sensation que ça nous fait. Et le risque d'un usage occasionnel, donc chez nos consommateurs non réguliers, ben, c'est le bad trip. Donc, c'est le fait d'avoir de l'anxiété extrême. Les gens vont paniquer, il peut y avoir de la paranoïa, des idées délirantes, des hallucinations. Ces idées-là ou cette hallucination-là, quand on parle d'un bad trip, ça va durer le temps de l'intoxication, donc environ 2 à 3 heures, des nausées, des vomissements. Il peut y avoir des troubles de la coordination, puis des secousses ou des contractions musculaires. Donc, par exemple, la personne va avoir des petites contractions d'un peu partout dans le corps, des difficultés respiratoires, on en a vu aussi, et des chutes de tension orthostatiques. Donc, la personne va, par exemple, être en position assise, va se lever rapidement, puis va perdre connaissance.
Donc, les bad trips, c'est quelque chose d'extrêmement présent chez les consommateurs de wax pen. La majorité des gens qui ont essayé la wax pen, ils ont fait une ou plusieurs surdoses. Il y a deux types de réactions possibles. Soit que ça les décourage complètement parce qu'ils ont vraiment eu peur puis ils n'ont pas aimé ça, ou soit qu'ils n'ont vraiment, vraiment pas aimé ça, mais ils vont se mettre après ça, après coup, à banaliser ou rationaliser en disant, par exemple, ah ben finalement, c'était peut-être pas si pire que ça ne va pas me réarriver, puis je prendrai juste plus cette marque-là, puis il n'y aura plus de problème. Donc, c'est ce qu'on observe au niveau clinique. Maintenant, il existe un document qui se plie pour se mettre dans le portefeuille qui donne des conseils sur comment agir en cas de surdose. Donc, première des choses, ben, on peut demander à la personne est-ce qu'elle a consommé autre chose que la wax pen. C'est super important de ne pas la laisser seule. Donc, souvent, on va vouloir s'isoler, aller dans un endroit plus calme, plus confortable, mais on la suit ou on lui propose un endroit justement calme, confortable. On la rassure sur le fait que l'état actuel, oui, il est inconfortable, mais il est temporaire. Ça va finir par passer, puis ça va aller par vague. Donc, l'état d'inconfort va souvent augmenter, finir par rediminuer, réaugmenter. Pendant cette période-là, pour essayer de gérer l'angoisse, bien, le fait de faire des expirations longues pour se calmer, ça peut aider. Le fait de manipuler des objets aussi, par exemple, colorier, des balles anti-stress, des choses comme ça. Si jamais, il y en a qui aiment ça marcher, mais si jamais elle se sent étourdie, le fait d'être assis ou couché sur le côté puis d'éviter de se lever rapidement pour éviter qu'elle perde connaissance puis qu'elle se blesse en tombant. Puis le fait qu'elle ne reste pas seule, c'est très important parce que si jamais elle a de la difficulté à respirer, on voit qu'elle est inconsciente ou si jamais on a un doute parce qu'on se dit ça dépasse ce qui est attendu, par exemple, ça va au-delà d'une simple anxiété importante, bien, n'hésitez pas, faites le 911. Vaut mieux le faire que pas le faire. Donc, vous avez ce petit dépliant-là là, qui vous aide à intervenir, puis qui peut aider aussi des jeunes qui sont témoins de surdose. Parce que ce qui arrive, c'est que des fois, les jeunes, ils vont s'isoler parce qu'ils ont aussi peur des conséquences qui peuvent être associées si jamais un adulte sait que j'ai consommé, par exemple, à l'école. Donc, si jamais vous êtes une personne en position d'autorité, je vous recommande fortement de rassurer la personne puis de lui dire qu'elle n'aura pas de conséquences. Il faut que ça soit vrai aussi. Puis que là, ben, on se concentre sur le moment présent, puis de juste passer à travers l'épisode. Les psychoses toxiques ressemblent aux bad trips parce qu'il peut y avoir des éléments d'hallucination, de délire, mais c'est différent parce qu'une psychose toxique, c'est une psychose qui va être déclenchée par la consommation, une forte consommation de THC, puis elle peut être maintenue, l'état psychotique, par la consommation. Donc, si la personne, par exemple, arrêterait de consommer, la psychose toxique va se résorber en quelques jours normalement quand il est question de THC. Il y a des facteurs de risque. Donc, c'est vraiment une petite proportion des consommateurs de cannabis qui vont faire des psychoses toxiques. C'est vraiment pas tout le monde. Il faut déjà à la base avoir une vulnérabilité génétique. Si on a vécu des traumas durant l'enfance, on est plus à risque d'en faire. Si on a déjà présenté des symptômes pré-psychotiques ou psychotiques dans le passé, on est plus à risque d'en faire. Puis l'intensité de la consommation, plus je vais consommer souvent puis des produits hautement concentrés en THC, bien, plus je suis à risque de faire des psychoses toxiques. Les psychoses toxiques peuvent être des épisodes isolés. Donc, je peux faire plusieurs psychoses toxiques sans avoir un trouble psychotique, mais sinon, des fois, ça peut s'inscrire aussi dans le début d'un trouble psychotique ou ça peut être associé à un trouble psychotique. Ce qu'on voit actuellement avec la wax pen, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont rapporter des symptômes pré-psychotiques. Par exemple, ils vont dire hey, je commence à voir les lignes là, qui bougent. Mettons dans le gymnase, là, les lignes qui sont par terre, je les vois bouger puis j'aime pas ça. Ou il y a des gens, tu sais, carrément qui vont faire. On a l'impression qu'il y a plus de jeunes qui font des psychoses toxiques. Il faudrait vérifier si c'est une impression ou c'est réel. La psychose n'est pas toujours vécue négativement. Il faut savoir que il y a des jeunes qui vont même vouloir préserver leur état psychotique parce que la psychose est associée à quelque chose de positif. Par exemple, il y a certains jeunes qui vont dire, ben, moi, les voix que j'entends, c'est en fait parce que j'ai un super pouvoir puis je suis capable d'entendre des ondes radio. Fait qu'eux, ils n'auront pas intérêt à en parler, à se faire, à aller consulter, par exemple, à l'urgence. Puis d'autres fois, bien, ça peut être très spectaculaire. Par exemple, la personne est convaincue que la CIA l'espionne, qu'il y a des messages qui lui sont envoyés dans le journal. Bien, en fait,
pas dans le journal, mais dans les médias sociaux, puis des choses comme ça. Donc, ça peut avoir différents visages, la psychose toxique. Poursuit avec les risques d'un usage quotidien. Pardon. En fait, ce qu'on va avoir là, pour ceux qui consomment la Waxpen à tous les jours, ben, ça va être une augmentation de tout ce qui est effet indésirable du cannabis. Plus de difficultés cognitives au niveau de l'apprentissage aussi. Donc, les jeunes vont nous dire qu'ils ont des pertes de mémoire, qu'ils ne se rappellent pas parfois ce qu'ils ont fait la veille même, vont nous dire qu'ils perdent des bouts, qu'ils sont confus. On a des difficultés de concentration qui sont là. De la démotivation qui est importante, là, bon, une classique en lien avec le cannabis, mais c'est vraiment amplifié en lien avec le Waxpen. On a là, une certaine passivité, beaucoup moins de plaisir dans d'autres activités, des symptômes gastro-intestinaux, donc des maux de ventre, on a des vomissements. On a mis ici, là, on se questionne, nous, en clinique, sur le syndrome cannabinoïde. C'est sûr que c'est un syndrome qui est très spécifique, mais on remarque quand même là, vraiment une prévalence au niveau des symptômes gastro-intestinaux. Donc, on essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Des maux de tête, des migraines aussi, c'est vraiment là. Et tout ce qui est impact sur l'humeur, là, on ne l'a pas inscrit, mais en général, c'est sûr qu'il y en a un assez grand impact. Et le down, c'est vrai que je peux peut-être ajouter que souvent, on remarque que le high va être tellement élevé que le down aussi, donc la phase de récupération suite à ça, va être aussi très longue. Donc, ça a vraiment un impact aussi au quotidien. Qu'est-ce qui fait que les jeunes veulent changer leur consommation? Là, on s'en va plus dans les motivations à arrêter. Mot-clé ici, arrêter. C'est vraiment spécifique à ceux qui consomment la Waxpen, qui vont nous dire qu'ils ne veulent pas nécessairement diminuer ou gérer leur consommation. Ils vont nous parler d'un arrêt. Ce qui est différent de peut-être ceux qui consomment du cannabis, du pot plus classique, eux vont plus venir nous voir ou vouloir diminuer là, au niveau plus d'une diminution d'une gestion. Pour la Waxpen, bien, qu'est-ce qui fait qu'ils veulent vraiment être vers un arrêt? C'est que souvent, ils remarquent qu'ils n'arrivent plus à être gelés. L'effet va être de très courte durée. Donc, les jeunes vont devoir, là, après 20-30 minutes, prendre une nouvelle puff pour avoir une autre dose. Et ça, on pense que c'est surtout lié probablement au fait qu'il y a plusieurs épisodes de consommation dans une même journée. Donc, on a des jeunes qui vont nous dire consommer du matin jusqu'au soir. Ensuite, les effets indésirables qui vont être beaucoup trop présents, ce qu'on vient de voir. Les ados aussi, les jeunes sont plus sensibilisés, on pense, par rapport à leur cerveau. On en a qui ont vu certains reportages, qui ont lu des choses en ligne ou même qui ont été sensibilisés, que ce soit à l'école par des intervenants là, dans le milieu scolaire. Donc, ils vont vraiment nous dire qu'ils sont inquiets par rapport aux impacts. Ensuite, l'adolescence, donc on a les étapes qui sont la conduite du scooter, d'un automobile, ça peut être des belles motivations, tout ce qui est projet de vie, aussi des choix pour le futur. La pression d'arrêter par la blonde, le chum, les parents, c'est toujours là. Et quelque chose de particulier aussi, c'est que souvent, on remarque que ces jeunes-là vont avoir tenté d'arrêter ou de diminuer par eux-mêmes. Par contre, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Bien, ce qu'on va voir ensuite, c'est que le sevrage est beaucoup plus intense. Donc, dans l'autre diapositive, le sevrage du Waxpen, il va avoir des symptômes à la fois physiques et aussi psychologiques. Si tu peux avancer, Laurence, la prochaine diapo, super, merci. Donc, on va vraiment avoir des symptômes, que ce soit au niveau du sommeil. OK? Donc, ça, c'est beaucoup là, les rêves, l'insomnie, les cauchemars, de l'irritabilité, on a de la colère, de l'agitation, des jeunes qui vont nous dire que ce n'est pas nécessairement dans leur personnalité, là, vont nous dire qu'ils pètent des coches alors que ce n'est pas quelque chose qu'ils font là, habituellement. Ils ne se reconnaissent pas aussi dans cette période-là. On a de la nervosité, de l'anxiété, des symptômes un peu plus dépressifs, de la transpiration, un certain inconfort là, au niveau physique, au niveau musculaire, des maux de tête. On a l'appétit qui est diminué, voire même absent par moment. On peut avoir là, pendant une semaine là, vraiment des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés à s'alimenter, donc ils vont essayer d'aller vers des boosts ou des choses comme ça. Des nausées, des vomissements aussi qui peuvent être là, particulièrement au lever, souvent. C'est ce qui nous est dit. Ensuite, l'arrêt, juste en bas, l'arrêt est vraiment, des fois, tellement inconfortable pour certains jeunes qu'ils vont décider, ils vont essayer d'aller vers une consommation de cannabis de pot plus classique.
Par contre, leur tolérance est tellement élevée en lien avec les hauts niveaux de THC de la Waxpen que souvent, ce ne sera pas satisfaisant, ce ne sera pas soulageant de faire ça. Donc, ils vont devoir faire un arrêt temporaire là, de quelques jours ou une semaine pour vraiment pouvoir, après ça, réintégrer le cannabis, le pot, pour avoir un effet. Et quelque chose qui est très, en fait, qu'on remarque, c'est que les jeunes qui vont venir nous voir pour changer vont souvent avoir peur d'eux-mêmes, c'est-à-dire peur de leur propre réaction quand ils vont être en sevrage. Donc, vont être inquiets des impacts que ça peut avoir à l'école, que ça peut avoir sur leurs relations. Et c'est comme si ça, on doit un peu travailler à défaire ça parce que c'est une peur qui peut les maintenir dans le non-changement de leur consommation. Et on va regarder avec eux beaucoup quel menu d'options on a. Donc, soit qu'on peut y aller vers faire un sevrage dans une thérapie interne. On va trouver des façons de les mettre à distance aussi de leur consommation, de leur milieu, soit avec un sevrage dans les congés scolaires, que ce soit semaine de relâche, dans le temps des fêtes. Et évidemment, on essaie toujours de travailler en collaboration avec la famille, avec les parents, avec les intervenants aussi en milieu scolaire quand le jeune nous autorise. Et là, on peut utiliser certains moyens comme par exemple le local de retrait à l'école ou divers autres moyens qui peuvent être fournis aux jeunes pour qu'ils puissent passer à travers sa semaine là, de sevrage sans trop de conséquences. Maintenant, je tiens à vous parler d'un trouble qui est très peu documenté dans la littérature scientifique jusqu'à présent, mais qu'on observe sur le terrain. Donc, je trouvais ça important d'en parler. Donc, c'est le trouble dissociatif induit par le cannabis. Qu'est-ce que c'est le trouble dissociatif induit par le cannabis? Bien, c'est des épisodes qui vont être récurrents. Donc, ces épisodes-là peuvent être plus ou moins longs, puis ils vont revenir souvent de dépersonnalisation. Donc, la personne a l'impression que son corps, ce n'est pas tout à fait son corps. Par exemple, elle va se regarder dans le miroir, puis elle va avoir l'impression que ce n'est pas vraiment son reflet. Elle va regarder ses mains, puis elle va avoir l'impression que ce n'est pas tout à fait de ses mains. Mais elle va savoir que ce n'est pas normal. Elle va savoir que Elle va avoir un regard critique par rapport à ça quand même. Puis la déréalisation, ça, c'est l'impression d'être comme dans un rêve. Des fois, la personne, elle va nous rapporter, elle va dire, j'ai l'impression qu'il y a comme un voile entre moi et les autres, où j'ai l'impression que j'entends les sons, mais c'est comme s'ils venaient de super loin, ou que je vois les gens, mais que comme si j'étais au-dessus, puis je les regardais aller, je ne me sens pas comme dans mon corps. Donc ça peut durer, généralement, ça dure quelques semaines, mais dans la littérature scientifique, on a vu que chez certaines personnes, ça avait duré des mois, puis dans des cas vraiment plus rares, mais ça existe, ça avait duré des années, même si la personne était complètement abstinente de cannabis et d'autres substances psychoactives. Donc, ce n'est pas encore une fois tout le monde qui peut présenter ça. Il y a des profils types et des facteurs de risque. Donc, généralement, on le voit plus chez les adolescents masculins, chez ceux qui ont un historique de troubles anxieux, surtout troubles panique puis phobie sociale, des jeunes qui auraient eu un historique de trauma, donc pas nécessairement des personnes qui auraient développé un syndrome de stress post-traumatique, mais qui auraient vécu de l'adversité durant l'enfance. Une utilisation du cannabis pendant des périodes de grands bouleversements. Par exemple, il l'aurait utilisé suite à une rupture amoureuse ou il y aurait eu des idéations suicidaires, puis il aurait utilisé ça pour essayer de composer avec ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Puis c'est sûr que une consommation importante en quantité, en fréquence, en pourcentage de THC et régulière de cannabis, c'est typique de ce trouble-là. Il y a deux moments généralement où est-ce que ce trouble va apparaître. Ça va être après un sevrage abrupt. Donc, après, par exemple, la personne a décidé d'arrêter du jour au lendemain, puis elle consommait énormément. Donc, ça peut être quelque chose qui va déclencher le début des épisodes ou sinon, des fois, après un épisode de surdose. Donc là, la personne va sentir ces épisodes-là alors qu'elle n'a pas consommé du tout. Puis elle dit, ben voyons donc, je me sens gelée, mais je ne le suis pas, ce n'est pas normal. Ça va souvent générer beaucoup, beaucoup d'anxiété chez les personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'intervention? Je vous ai mis quelques pistes ici. Donc, dans un premier temps, il faut rassurer la personne par rapport à ce qu'elle vit. Il y a beaucoup de jeunes qui vont penser qu'ils ont un cancer du cerveau ou qu'ils ont une masse au cerveau qui fait en sorte qu'il y a ça ou qu'ils ont trop consommé puis que là, ils ont scrappé leur cerveau à vie. On la rassure par rapport au fait que ben, c'est un mécanisme de survie qui est normal, c'est quelque chose qui est juste comme réactivé. La dissociation, ça existe quand on a un accident de voiture, par exemple, on va dissocier pour se protéger. Ça peut arriver aussi quand on vit des traumas pour se protéger. Donc, c'est quelque chose qui est normal, que les êtres humains, on a développé. C'est juste que là, c'est pas le fun parce que ça vient un peu n'importe quand.
quand ça arrive, on n'a pas de contrôle sur le fait que ça arrive moins souvent. Mais quand ça arrive, on a du contrôle sur comment on va vivre l'événement. Donc, on va aider la personne à identifier qu'est-ce qui est sécurisant pour moi, qu'est-ce qui est apaisant, comment je peux faire pour me grounder. Puis, je vous ai mis ici des techniques d'ancrage, donc des choses que je peux faire pour m'aider justement à me sentir groundée dans la réalité. Donc, vous aviez une fiche là, qui a été développée par un psychiatre français. Vous pourrez aller la consulter. Puis l'autre élément qui est bien important, c'est que quand je commence à avoir des moments d'anticipation, donc j'ai peur la prochaine fois que je vais peut-être avoir un épisode de dissociation, bien, c'est de le reconnaître, puis d'éviter de nourrir mes pensées anxiogènes pour éviter de les faire grandir. Donc, c'est d'apprendre à vivre avec, puis d'avoir confiance que plus ça va aller, bien, plus ça va avoir tendance à diminuer ces épisodes-là. Donc maintenant, on va terminer avec des petites tendances émergentes. Donc, une chose qu'on voit sur le marché légal, c'est qu'on se ramasse avec des dispositifs de vapotage qui vont faire la promotion de la présence d'autres cannabinoïdes qui ont certaines propriétés. Donc, ce qu'on voit qui est très populaire aux États-Unis puis dans le reste du Canada, c'est le fameux THCV. Donc, peut-être vous en avez entendu parler, peut-être pas. Mais en fait, le THCV, c'est un cannabinoïde qui coupe la faim. Donc, il n'y a pas les fameux munchies qu'on associe d'habitude à la consommation de cannabis. Puis, c'est un cannabinoïde qui va donner de l'énergie. Ça se peut aussi que ça augmente la nervosité puis l'anxiété. Donc, certaines personnes ne l'aiment pas. Mais cette propriété-là qu'il y a de couper la faim, ça peut être très attirant pour les jeunes parce que je vous rappelle, récemment, là, il y a des statistiques pour les jeunes au secondaire qui mentionnaient que 41% des filles désirent une apparence plus mince, puis 24% des garçons rapporteraient vouloir une apparence plus mince. Donc ça peut être un motivateur pour être attiré vers ce genre de produit-là. Au niveau du cannabidiol, donc Amélie en a parlé, le CBN, c'est un cannabinoïde qui est produit là, du THC qu'on chauffe et c'est très sédatif. Donc, chez les jeunes qui cherchent à consommer du cannabis pour s'endormir, ils vont rechercher des produits avec du CBN dedans. Le CBC, c'est populaire plus au niveau du cannabis thérapeutique, mais il pourrait y avoir des effets, il n'est pas psychoactif en tant que tel, mais il pourrait moduler les effets du THC, puis il y a certaines personnes qui pourraient rechercher un effet du THC modulé par le CBC, mais c'est surtout le CBG qui va attirer parce qu'il peut avoir un impact sur l'humeur. Il y aurait des propriétés, bon, reste encore à démontrer, là, mais qui augmenteraient le focus, la productivité, l'énergie, mais en étant une énergie qui est plutôt calme, qui n'est pas une énergie de nervosité. Et le CBG va augmenter aussi l'appétit. Donc, ça, c'est des cannabinoïdes là, qu'on voit étant émergents là, au niveau du marché légal comme étant de plus en plus populaires. Et finalement, on a le retour un peu d'une vague un peu plus puriste qu'on pourrait appeler. C'est-à-dire que ce qu'on remarque, c'est qu'on a certains jeunes qui ont consommé la wax pen, qui ont consommé pendant soit quelques mois, quelques années, et puis là, tout d'un coup, là, ils prennent un peu une distance de ça, puis ils veulent revenir vers le pot plus traditionnel. J'inclus le hash aussi là-dedans, shatter, etc. Et on a aussi tout ce qui est collection d'objets un peu plus design, donc objets de consommation de cannabis. On fait référence au bong, au grinder. Donc ça, c'est sûr que ça peut les aider à se démarquer et souvent, il va y avoir des choses utilisées par leurs artistes préférés, tout ça. Donc, il peut y avoir une petite mode là, ou quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Donc, on vous a mis quelques ressources et références. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez connaître d'où on tire nos informations. Donc, l'INSPQ a publié là, en 2023 l'état des connaissances sur les liquides de vapotage de cannabis. Donc, vous pouvez lire cette synthèse-là de connaissances. Ils ont publié aussi sur leur site en 2022. C'est sous forme de questions-réponses. Ça mélange par contre vapotage de nicotine et de cannabis. Donc, des fois, ça peut être plus difficile de départager les deux. Il y a une entrevue là, que j'ai faite qui fait vraiment un survol très bref, là, mais qui est une des pages les plus consultées de notre site. Donc, je vous l'ai mis en référence.
Il y a un chapitre du guide Comprendre l'usage de substances, un guide pour les éducateurs et une vidéo YouTube qui accompagne ce guide-là, qui est sur le vapotage de cannabis. C'est très sommaire, l'information qu'on va y trouver au niveau des risques. Puis, il faut savoir que c'est canadien aussi. Donc, il ne parle pas nécessairement de tout l'enjeu du légal versus l'illégal. Et finalement, il y a le reportage d'enquête que vous avez peut-être vu qui parle davantage de toute la question du marché illégal, de comment il est organisé, puis tout ça, comment c'est facile de s'en procurer. Il ne parle pas beaucoup des risques au niveau de la santé, mais il existe ce reportage-là là, qui est accessible sur Internet. Pour les références scientifiques, je vous les ai mis ici. Vous avez les liens qui sont les hyperliens là, que vous pouvez consulter pour y avoir accès. Certains de ces articles-là, il faut être abonné à des revues. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire une demande à votre bibliothèque ou vous pouvez nous acheminer une demande directement, puis je peux vous acheminer l'article qui vous intéresse en PDF. Et finalement, si vous avez, suite à notre présentation, vous avez des questions pour moi et Amélie, on a mis nos adresses courriel ici. Donc, c'est tout pour notre présentation. Puis maintenant, je vais arrêter le partage, puis on va passer à la période de questions. Oui, merci Laurence et Émilie pour cette excellente présentation, un sujet tout à fait pertinent. On a déjà quelques questions dans le chat. Il y a également des personnes qui ont levé la main. Donc, je vous encourage, si vous voulez prendre la parole, de lever la main. Ma collègue Geneviève va vous contacter pour confirmer votre intérêt et vous passer le micro. Je vous avise aussi, j'ai mis dans le chat, mais la présentation est disponible maintenant sur le site de l'IUD. Donc, une première question pour vous deux, en fait. Une question par rapport, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, mais en fait, le volcano médical. J'ai fait ma recherche en ligne et ça semble être un gros dispositif qui est plus grand qui devait être traditionnel. Et je pense que c'est par rapport peut-être aux effets, conséquences au niveau de la consommation avec ce dispositif. Oui, en fait, le volcanomédic, c'est un des seuls dispositifs, puis là, on ne parle pas de vapotage, on parle vraiment de vaporisation. Hein, donc, c'est un dispositif qui est reconnu de mémoire par Santé Canada pour la vaporisation d'extraits de plantes pour limiter les effets au niveau pulmonaire, donc négatifs. Donc, ça, ce n'est pas du tout le vapotage de cannabis avec le diluant dont on parle, c'est vraiment un autre sujet qui est la vaporisation. C'est utilisé pour ça, le volcanomédic. Puis oui, ça se branche dans le mur, puis ça coûte assez cher parce que le point où est-ce que les cannabinoïdes s'évaporent dans l'air, puis le point de combustion, il est très proche. Fait que si la machine, elle surchauffe un peu, ce qui arrive, c'est que ça crée de la fumée, puis là, avec les effets négatifs de la fumée qu'on connaît, donc, il faut vraiment que la température, il ne surchauffe pas, puis qu'il soit très stable au niveau de sa température. Donc, voilà. Merci pour cette précision. On a également un commentaire par rapport aux produits qui sont disponibles en Ontario, qui ont été présentés durant la présentation, mais pas de temps au niveau du Québec. Est-ce que vous pouvez préciser, en fait? Bien, très bonne question. En fait, au Québec, actuellement, il n'y a aucun dispositif de vapotage qui sont vendus à la SQDC parce que ça a été décidé comme ça. Est-ce que ça va être ça dans les prochaines années? Je ne sais pas. Mais actuellement, il n'y a aucun dispositif de vapotage qui est vendu. Et au Québec, on n'a pas le droit de vendre un produit où est-ce que les taux de THC sont au-delà de 30. Donc, le maximum qu'on peut avoir qu'on peut vendre, c'est un produit qui est concentré à 30. Ce qui fait que c'est moins intéressant peut-être pour les consommateurs. Il y en a beaucoup qui s'approvisionnent, comme je vous ai dit, en Ontario parce qu'ils recherchent vraiment quelque chose de beaucoup plus concentré. Si jamais un jour ils s'en vont au Québec, ça sera pas, ils vont être topés à 30. Je propose, on a quelques mains levées. Je passerai la parole à Nancy. Nancy, si tu veux ouvrir ton micro pour poser la question. Il faut ouvrir le micro, Nancy. Est-ce que Nancy elle a la possibilité d'ouvrir le micro ou c'est vous qui devez le faire, Jean-Philippe? Je pense que c'est de son côté. En attendant, il y aurait également Anne qui pourrait prendre la parole. Anne, il faut ouvrir le micro pour parler. Donc, un petit souci technique.
On ne peut pas ouvrir le micro. Donc, je vais passer à une prochaine question. Donc, il y a une question par rapport à la prise de médication, par exemple, pour un trouble déficit d'attention chez les jeunes. C'est quoi, en fait, l'interaction peut-être avec la consommation de cannabis vapoté? Ben, c'est une excellente question. En fait, souvent, ce qui arrive, là, c'est que on a des études par rapport à l'usage de cannabis puis le déficit d'attention. Donc, on a des études là-dessus. Les études se contredisent, donc on a des résultats mixtes. Ce que les gens qui ont un déficit d'attention vont dire, ils vont dire, je me sens comme plus concentré quand je consomme du cannabis. Pourquoi? Parce que ça diminue l'attention partagée. Donc, l'attention partagée, c'est notre capacité de porter attention à plus qu'une stimulation en même temps. Donc, ça va diminuer l'attention partagée, ce qui fait qu'on se sent un peu comme dans une bulle. Ce qui va arriver, c'est que on se sent dans une bulle, mais on n'est pas très concentré dans cette espèce de bulle-là. Mais on se sent moins distrait par les autres distractions. Fait que les gens qui ont un déficit d'attention, ils vont dire, je me sens comme plus concentré sur ma tâche. Tu sais, je décroche moins souvent, mais on va voir qu'ils vont être beaucoup moins efficaces dans la tâche cognitive qu'ils vont faire. Puis ça, ils vont le savoir tout de suite. Tu sais, moi, souvent, je leur dis, tu sais, écoutez un film en ayant consommé du cannabis, puis après ça, essayez de le résumer. Tout ce qui s'est passé avec le plus de détails possible dans l'ordre où est-ce que ça s'est passé. Puis là, ils commencent à rire parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas très bons pour le résumer. Fait qu'ils se sentent vraiment dans le film, ils se sentent vraiment concentrés à le regarder, mais finalement, ce n'est pas très bon au niveau de leur tâche cognitive. Donc, ce qui arrive, c'est que les psychostimulants qui vont être donnés habituellement pour le déficit d'attention, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir activer le lobe préfrontal qui nous permet de plus se concentrer. Si je consomme du cannabis qui, lui, diminue mon attention partagée, mais qui diminue aussi mes capacités de concentration, il n'y a pas d'effet d'interaction, je pense, à ma connaissance au niveau pharmacologique, mais par exemple, je ne suis pas en train de m'aider dans le fait de donner pleinement sa chance à la médication de m'aider. Donc, je recommande fortement de ne pas les utiliser de manière simultanée pour être vraiment certain que ma médication elle peut m'aider pleinement. L'autre élément aussi, c'est que si ma médication m'aide moins, ça se peut qu'on soit tenté d'augmenter mes doses. Et si j'augmente mes doses, j'augmente aussi mes effets secondaires. Donc, encore une fois, ce n'est pas nécessairement quelque chose de gagnant de combiner les deux. Mais il n'y a pas d'interaction, à ma connaissance, pharmacologique qui serait dangereuse, qui ferait en sorte que ça menacerait la vie de la personne. C'est sûr que c'est pour une personne en bonne santé. Là, ça a des problèmes cardiaques. C'est sûr que les deux, le cannabis, ça peut augmenter le rythme cardiaque. Puis on sait que les psychostimulants aussi. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui aurait des enjeux au niveau cardiaque, ça serait différent. Là, mais comme chez monsieur, madame, tout le monde en bonne santé, j'ai pas d'inquiétude majeure. Je pourrais vérifier cette information-là quand même. Puis, si jamais je vois qu'il y a quelque chose là-dessus, je vous communiquerai, je ne sais pas comment, là, mais en tout cas. On va passer la parole à Kelly. Kelly, si tu veux ouvrir ton micro, on va réessayer. Peut-être cette fois-ci, ça va fonctionner. J'avais pas de questions. Ah, très bien. Mario, si tu veux prendre la parole, si vous voulez prendre la parole. Donc, Mario, si vous voulez ouvrir votre micro, vous devriez avoir l'autorisation. Il semble que ça soit encore compliqué. Définitivement, l'aspect L'aspect technique. Mais peut-être une technique. question qui est apparue que j'ai vue que je pourrais répondre pendant que je vois que il y a d'autres monde qui posent des questions, mais dans le chat, il y a quelqu'un qui a posé, là, j'ai vu ça passer, sur le syndrome d'hyperémèse cannabinoïde. Qu'est-ce que c'est tout ça? En fait, c'est des maux de ventre vraiment intenses, des nausées importantes, particulièrement le matin en général, chez des consommateurs que ça fait au moins 1 an qu'ils ont consommé régulièrement du cannabis. Puis c'est normalement soulagé par des bains puis des douches chaudes. Puis plus l'eau est chaude, plus ça a tendance à soulager, ça soulage temporairement là, les symptômes désagréables de maux de cœur, nausées. Les gens perdent souvent du poids, sont souvent convaincus qu'ils ont un problème gastro-intestinal puis ils ne font pas du tout le lien avec le cannabis. Fait que souvent, ils font plein de tests puis les tests reviennent tous normaux. La seule façon de guérir ce trouble-là, c'est d'arrêter complètement sa consommation de cannabis.
Puis ça prend à peu près là, de 1 à 3 semaines à ce que les symptômes se résorbent suite à un arrêt. Puis si jamais la personne recommence à consommer en disant ben, c'était peut-être pas ça, ça prend à peu près 1 semaine à ce que les symptômes réapparaissent. Donc, c'est le fait d'avoir constamment des cannabinoïdes dans le corps qui fait en sorte que ça engendre ce trouble-là. Ce n'est pas nécessairement je consomme du cannabis puis j'ai mal au cœur, puis je ne me sens pas bien, puis je vomis là. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour les consommateurs de faire l'association. Mais voilà, puis il existe plusieurs hypothèses explicatives. Là. Il n'y en a pas une actuellement là, qui est comme l'hypothèse, là, mais il en existe plusieurs. Est-ce qu'on a réglé le problème technique? On va essayer avec Nicole. Nicole qui a une question. Donc, Nicole, si tu veux ouvrir ton micro. Allô? Bon, ça marche. OK, oui, ça marche. Il faut peser sur Inmut ou en tout cas, il y a deux. Bon, moi, j'ai une question par rapport à surdose parce que moi, je suis native d'une communauté Notachouane. On a oui, on a des consommateurs. Mettons, s'il arrive qu'il y ait une surdose de THD, j'étais en train de tout regarder, écouter ça, là. Est-ce que l'anaxone, comment ça s'appelle? C'est-tu Naloxone. OK. l'anoxone? C'est ça. Naloxone. C'est qui peut se donner soit dans le nez ou qui peut se donner en injection, qui est l'antidote pour les opioïdes. Donc, si c'est vraiment juste une surdose de THC, si vous donnez la naloxone, ça ne va rien changer, à moins qu'il y ait eu des opioïdes qui aient été mis dans le dispositif de vapotage. Puis si jamais vous la donnez, puis c'était pas, finalement, vous la donnez pour rien, c'est pas grave. Vaut mieux la donner pour rien que pas la donner. Fait que si vous l'avez, vous pouvez essayer de la donner. On donne la naloxone à quelqu'un qui est inconscient. Donc, si jamais la personne s'endort, est inconsciente, vous essayez de la réveiller, elle ne se réveille pas, vous pouvez donner la naloxone. Mais typiquement, une surdose de THC, ça ne sera pas de l'endormissement que vous allez avoir, ça ne sera pas une perte de conscience. Ça se peut si elle fait une chute de tension orthostatique, mais normalement, c'est beaucoup plus de l'anxiété. La personne, elle ne se sent vraiment pas bien, la personne est stressée, est anxieuse. Elle peut avoir l'impression que les gens la jugent. Elle peut vouloir justement se mettre dans un coin. Je ne sais pas, Amélie, as-tu d'autres idées comme d'autres exemples de manifestations d'une surdose de THC? Non, en fait, tu t'as résumé, puis beaucoup au niveau du bad trip, c'est vraiment comme de passer à travers cet épisode-là de très inconfort puis de panique. Mais nous, ce qu'on voit aussi, puis on en a des ados qui nous disent que parfois, des jeunes qui nous disent que parfois, l'effet qu'ils ont eu, ça ne ressemble pas à ce qu'ils ont d'habitude. Donc, tantôt, on parlait un peu de par quoi ça peut être contaminé. Donc, nous aussi, on a tendance en CRD de dire, ben, dans le doute, on donne quand même l'analoxone pour vraiment s'assurer parce qu'il peut y avoir des contaminants. Là, donc, voilà. Merci. Merci d'avoir pris la parole, Nicole. J'ai une seconde question qui est dans le chat que je trouve bien intéressante, en fait. Est-ce qu'il y a des données par rapport au risque peut-être plus élevé par rapport au fait de consommer le wax pen versus le cannabis traditionnel pour une première fois? Et si je pense que c'est tellement récent, je ne pense pas qu'on a de données spécifiques par rapport à ça, mais je vous disais, si c'est la première fois que tu en consommes et tu consommes du wax pen, quasiment sûr que tu fais une surdose. Parce que Voilà. il n'y a pas de développé de tolérance, puis tu risques de vraiment pas aimer ça. À moins que tu aies un dispositif qui n'a presque pas de THC dedans, mais à ce moment-là, ça revient à peu près à la même chose là, que de consommer le cannabis séché. Je vous dirais que la grosse différence entre les deux, c'est que souvent, quand c'est la première fois que tu consommes, le fait que tu n'as pas d'étouffement. Fait que tu vas consommer une puff, puis tu vas trouver que ça goûte bon, puis tu ne t'étouffes pas, puis ça ne fait pas mal. Contrairement aux joints traditionnels, comme on l'a mentionné, tu vas consommer, puis là, tu vas t'étouffer, puis ça va être inconfortable. Fait que tu as tendance à comme, tu sais, quand les gens se passaient le joint en cercle, tu as tendance à comme moins en consommer parce que tu as cet effet-là qui va être modérateur alors que tu ne l'as pas avec la wax pen. Fait que le risque de finalement dépasser tes limites quand tu n'as jamais consommé est très, très grand. Amélie, tu voudrais... Oui, c'est ce qu'on voit. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des gens du milieu scolaire à l'écoute, mais on entend beaucoup parler que parfois, il y a des bad trips de certains jeunes qui n'ont jamais consommé de cannabis puis qui s'essaient justement à l'école comme ça. Donc, ils se mettent à vraiment faire un gros bad trip. Et puis là, à ce moment-là, l'école va
contacter là, soit le service ambulancier ou peu importe, parce que le jeune est tellement pas bien. Donc voilà, fait que ça, c'est vraiment particulier à cette génération-là actuellement, où est-ce que peut-être il y a 5-10 ans, quand les ados consommaient pour la première fois, ils allaient consommer un joint, quelque chose comme ça. Donc, on n'avait pas les mêmes types de symptômes. Il y en avait des bad trips, mais c'était peut-être pas aussi présent qu'avec la wax pen. Il faut dire que la différence aussi, c'est que normalement, la tolérance au THC, elle augmente quand même tranquillement avec le cannabis sous forme séchée parce qu'il est moins concentré, alors qu'avec la wax pen, on a vraiment quelque chose de très, très rapide au niveau de la tolérance. Donc, ils vont avoir besoin de plus en plus des quantités importantes, ce qui fait en sorte qu'il n'est pas rare que des fois, il y a des jeunes qui consomment une wax pen par jour, puis ça ne leur fait pas plus tant d'effet que ça. Parce qu'ils sont devenus tellement tolérants, puis que quand ils fument le cannabis sous forme séchée, bien, ils ont l'impression que ça ne fait rien pantoute, sauf qu'ils se sentent peut-être un peu moins mal, ils ont peut-être un peu moins de symptômes de sevrage. Il ne reste pas beaucoup de temps encore là. Il y a beaucoup de commentaires qui vous remercient pour la belle présentation. Un petit commentaire rapide de Pierre, en fait. Selon lui, c'est quoi l'ingrédient, en fait, qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'étouffement avec la wax? La wax pen. C'est qu'il n'y a pas de combustion. Puis l'autre chose aussi, c'est que en fait, je pense que c'est ça. Puis les saveurs peuvent aussi faire en sorte, bien, ça n'a pas de lien avec l'étouffement, mais ça fait en sorte aussi que ça goûte bon. Donc, puis, tu sais, si par exemple, la température n'est pas trop haute, il n'y a pas de sensation de chaleur non plus. Fait qu'il y a certaines personnes qui vont trouver que c'est ça, que ça fait moins mal. Ben, c'est ça. Mais quand il y a quand même une haute chaleur, les gens vont quand même apprécier l'espèce de sensation de chaleur, surtout les fumeurs, en fait. Mais sinon, c'est ça. C'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de combustion. Peut-être une dernière question avant la fin. Je vois quelques commentaires qui demandent des ressources, des références. Je vous invite à contacter directement Laurence et Émilie là, qui ont leur adresse courriel dans la présentation PowerPoint. Je Une tiens à question. dire aussi qu'à la fin de la présentation, on a mis plein de ressources sur la wax pen. Il va y avoir le résumé emporté de la conférence d'aujourd'hui qui va être fait éventuellement sous forme d'infographie. Puis on va s'arranger pour que ça soit dans format 8,5 par 11. Comme ça, si jamais vous voulez faire imprimer de l'information puis l'afficher dans votre bureau ou l'afficher, par exemple, à l'école ou peu importe où est-ce que vous travaillez, ça va être disponible éventuellement. Il faut le faire. Mais il va y avoir cette espèce de résumé-là des connaissances qu'on vous a transmises aujourd'hui sous forme d'affiches. Donc, voilà pour des références. Puis, il y a aussi sur notre site Internet, dans l'onglet Outils et guides, si vous allez dans Population particulière jeune, il y a plein d'affaires aussi, des outils sur le cannabis, la wax pen, que vous pouvez trouver. Excellent. Une dernière petite question avant la fin. Une question par rapport aux molécules. Est-ce qu'elles sont synthétisées ou isolées dans les dernières molécules qui ont été présentées, Laurence, dans le PowerPoint? En fait, ce qui arrive, c'est qu'il existe des méthodes là, c'est vraiment geek, là, mon affaire, mais il existe des méthodes d'extraction au CO2 qui nous permettent d'avoir vraiment un meilleur contrôle sur c'est quoi les cannabinoïdes qu'on garde, ceux qu'on enlève. On peut enlever les terpènes, on peut réintroduire certaines, mais pas d'autres. Puis en tout cas, fait que, dépendamment de la méthode d'extraction, il est permis de départager, mais normalement, c'est toujours à partir d'un concentré, à partir de plantes qu'on produit le concentré. Mais la méthode d'extraction va faire en sorte que c'est ça. Il va y avoir, on peut conserver ou pas des cannabinoïdes, on peut en concentrer certains, tout ça. C'est des méthodes d'extraction qui actuellement ne sont pas disponibles pour les petites personnes qui font ça, mettons, dans leur garage. C'est des méthodes d'extraction que ça prend des équipements particuliers qui coûtent quand même assez cher. Fait qu'actuellement, ça, on ne l'a pas sur le marché illégal. En tout cas, il y en a qui peuvent bien l'afficher, mais ça m'étonnerait qu'ils utilisent une méthode CO2 pour pouvoir créer ces produits-là. Fait qu'en général, c'est plus des produits sur le marché légal qui ont réellement ces cannabinoïdes-là. Est-ce qu'éventuellement, la réglementation va changer pour que ceux qui vendent le cannabis soient obligés d'indiquer les autres cannabinoïdes aussi? Les cannabinoïdes mineurs sont présents en quelle concentration? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Mais ce ne sont pas synthétiques, sont vraiment obtenus à partir de la plante. Ouais, je pense que ça fait le tour des questions. Donc, merci à vous deux. Merci à Émilie, merci à Laurence pour cette excellente présentation.
J'encourage le public à rester à l'affût des événements qui s'en viennent sur notre site web. Et donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à tous.